Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en IMOCA, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour Yves Parlier. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. On est dans un petit bureau au sein de ta société, Beyond the Sea. On est à la Teste de Buch. Into the Wind poursuit sa tournée dans le sud-ouest et a profité d'une petite balade autour du bassin d'Arcachon pour rencontrer les marins du coin. Donc après Philippe Presti, on te rencontre toi. Merci beaucoup de nous recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? On va revenir longuement sur ta carrière, évidemment, mais aujourd'hui, t'es entrepreneur. On en est entouré de panneaux avec des kites divers et variés. Raconte-nous un petit peu ce que fait Beyond the Sea et quel est son projet. Le projet de Beyond the Sea, c'est de permettre aux bateaux à moteur d'utiliser le kite pour quelque part diminuer leur consommation d'énergie fossile, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions. Et on s'intéresse donc aux bateaux de toute taille. Donc en fait, ça commence par des kites de petite taille. Et puis, on est en recherche et développement pour des kites de très grande dimension pour tracter les plus gros cargos et les porte-containers de la planète. Donc c'est de la recherche, c'est une vision un peu futuriste, en tous les cas, quand j'ai démarré en 2007. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus actuel, on va dire, et ça commence à être une vraie préoccupation de certains armateurs. Alors, on va juste donner un petit élément de contexte. Je connais un tout petit peu le sujet, vraiment un tout petit peu, mais c'est le monde du transport maritime. C'est un monde qui va être extrêmement contraint par la réglementation pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est vraiment un exemple de secteur qui est régulé de manière très très stricte dans les années à venir. Je crois qu'ils doivent baisser de 40%. Tous les secteurs vont être impactés, mais c'est d'autant plus vrai pour le transport maritime, c'est-à-dire que en fait, un cargo a une durée de vie de 30-40 ans. Donc, quand la feuille de route de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, parle de moins 40% effectivement en 2030 et la neutralité carbone en 2050, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait les plans d'un porte-container, en 2050, il faudra qu'il soit neutre en carbone. Et ça, aujourd'hui, il est clair que on en est très loin et le kite fera partie sûrement, on a cette vision-là, des solutions les plus faciles à implanter et les plus efficaces pour diminuer l'impact environnemental d'un navire. En gros, ça permet à des bateaux sans beaucoup de modifications d'installer une aile de kite supplémentaire sans complètement changer son architecture sur le pont. Autant transformer un porte-container en voilier, c'est quelque chose qu'on conçoit vraiment très difficilement. Autant mettre un kite sur un porte-container déjà existant, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Et en termes de rétrofit, c'est faisable et c'est pas des travaux colossaux. Évidemment, pour optimiser la traction par kite, on fera à l'avenir des bateaux qui ont été conçus pour ça à la base et qui permettront d'augmenter le pourcentage d'économie apporté par le kite. C'est des ailes de quelle surface pour tracter un porte-container ? Alors en fait, c'est des grandes surfaces quand on parle en mètres carrés. On parle de 1600 mètres carrés, mais si vous prenez un porte-container de
400 mètres de long, ça correspond 1600 mètres carrés à une bande de 4 mètres sur 400 mètres de long. Donc, c'est des petites surfaces. Pourquoi ? Parce qu'en tous les cas, on parle d'une traction d'appoint et on parle d'un kite qui va pouvoir voler en vol dynamique. Les kitesurfers savent bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on donne au kite une vitesse propre tout à fait différente de celle du kitesurfer et qui va créer un vent apparent dans l'aile et qui va permettre de tirer beaucoup plus fort aux allures portantes. Est-ce que cette expérience-là, ce produit-là, est issu de ton expérience de coureur à toi, en partie ? Mon expérience de coureur au large à toi ? Oui, moi, en tant que coureur, j'ai toujours cherché à trouver des solutions pour quelque part faire aller plus vite les bateaux de course. Donc, je me suis intéressé très tôt au kite. J'ai eu des projets de kite sur mon premier IMOCA Cacolac d'Aquitaine. D'ailleurs, j'avais un kite à bord de ce bateau-là pour mon premier tour du monde. Je me suis mis au parapente dans cet objectif-là et j'ai suivi de très près l'évolution du kitesurf. Ça a un avantage colossal, le kite, c'est qu'on choisit l'endroit où on applique la force. Donc, le couple de chavirements généré par un mât avec des voiles et un centre de voilure qui est beaucoup, beaucoup plus haut que le centre de carène, ça, c'est complètement obsolète avec le kite, puisque on peut même utiliser le kite pour redresser le bateau. On peut générer un couple de redressement. Donc, en fait, le kiteboat, pour moi, c'est vraiment la solution ultime pour aller le plus vite possible. Et je crois qu'il y avait des bateaux du Vendée Globe qui avaient emporté un kite en 4 dématage sur le dernier. Ça c'est très différent. C'est la même techno, mais appliquée de manière... Alors, effectivement, donc, on a chez Beyond the Sea un produit, je dirais, d'entrée de gamme qui nécessite aucun système de pilotage automatique. C'est un kite qui s'appelle le Liberty Kite et qu'on a aujourd'hui en 3 dimensions, 10 mètres carrés, 20 mètres carrés et 40 mètres carrés. Et ça, c'est une aile qui est extrêmement légère. Ça pèse 2 kilos pour un 20 mètres carrés, ce qu'avaient les gars du Vendée Globe. Et ça ressemble, si on veut, à la peau d'un quartier d'orange, avec donc 2 points d'écoute, et 2 lignes qui sont à fixer au taquet sur le bateau et qui nécessitent pas d'être pilotées. Et par contre, contrairement à un cerf-volant non pilotable, c'est une vraie aile qui va travailler en laminaire et on peut très bien faire du près avec cette voile-là. Sur un 60 pieds, on arrive à remonter jusqu'à 50 degrés du vent, par exemple. Alors, on va tout doucement à 2 nœuds, parce qu'on n'a que 20 mètres carrés. Mais c'est quelque chose qui pèse 2 kilos et qui met grosso modo un quart d'heure à être gréé. Donc, c'est un petit côté magique pour un bateau qui démate ou pour un bateau à moteur qui tombe en panne. On a cette voile magique qu'on peut installer et qui permet de déhaler le bateau et de lui donner un peu de vitesse dès qu'il y a du vent. Sachant que du coup les IMOCA souvent quand ils dématent ils sont un peu obligés de tout larguer pour pas que le gréement c'est pas facile abîme le bateau, et donc du coup souvent ils ont pas grand chose, il leur reste leur baume en général et et encore quelquefois la baume est parfois fixée sur le mât par avec. Donc les tangons, les outriggers, c'est tout petit, il y a plus de tangons, voilà, et puis même si on arrive à récupérer quelque chose, le kite, il est tout de suite opérationnel et puis on peut le mettre en addition d'un gréement de fortune. Alors on va revenir à tes expériences à toi de dématage, dont l'une d'elles est fondatrice, et on va faire l'habituel flashback d'Into the Wind pour repartir en arrière à tes tout débuts, même un petit peu avant, puisque en fait tu n'es pas à Arcachel de base, tu grandis en région parisienne et tu fais partie de cette génération qui va vraiment avoir envie de la voile grâce au livre.
Raconte-nous un petit peu comment tout commence. Tu grandis du côté de Versailles, je crois, c'est ça? Oui, mais ça, je m'en souviens plus trop. J'ai que des très très vagues souvenirs. À l'âge de 5 ans, je bascule sur Orsay. Et là, mes parents construisent une maison. C'était fantastique. À l'orée d'une forêt, le bois de la Cyprenne. Et j'avais 5 ans à l'époque. Et j'ai commencé à grimper dans les arbres. Et c'est vraiment devenu ma passion à l'époque. Et je m'étais mis un petit défi à sauter d'arbre en arbre et à traverser tout l'orée du bois sur la longueur du terrain ça faisait je sais pas dans les 30 mètres, une dizaine d'arbres où il fallait passer et donc petit à petit j'y suis arrivé en perfectionnant ma technique et d'arbre en arbre on va dire après je me suis mis à un autre petit challenge, c'était de monter sur les gros arbres de la forêt. Alors, il y avait des hêtres et il y avait des pins. Et donc, il fallait monter sur des petits châtaigniers pour pouvoir atteindre la première branche de l'arbre et pouvoir ensuite monter dans l'arbre. Et en fait, la première fois où je suis arrivé à grimper sur un de ces gros êtres, je suis monté tout en haut. Et là, j'ai découvert la canopée et avec une sensation assez magique qui reste gravée dans ma mémoire de voir cette immensité de la forêt et avec cette impression de troisième dimension parce que là, on voit vraiment un peu à perte de vue le relief de la forêt, alors que quand on est dessous, on a une vue très limitée et puis les arbres le sol est assez uniforme. Donc la canopée, en fait, c'est le dessus des arbres. Voilà, en fait. Je dominais la forêt, cette immensité de verdure, c'est complètement différent que quand on est dessous ou même au milieu à l'intérieur. Et j'arrive pas à me souvenir si c'est à ce moment-là précis que j'ai eu cette espèce de recul, d'analyse, mais j'ai eu vraiment la révélation de me dire c'est quand même génial, t'as réussi à voir un truc que finalement personne n'a vu avant toi, en tous les cas de cet arbre-là, je pense. Voilà. Donc, je pesais 3 grammes à l'époque, donc j'allais vraiment tout en haut. Tout en haut sans risque. Tout en haut sans risque, j'étais un vrai singe. Et comme de ce point de vue, j'ai vu les autres sommets de la forêt, les autres arbres et tout ça, j'ai rapidement été grimpé dans tous les autres arbres. Ça m'a donné aussi un premier goût de la cartographie, c'est-à-dire que rapidement, j'ai après remis sur du papier les arbres, où est-ce qu'ils étaient, et quelque part une certaine fierté de pouvoir cocher ceux que j'arrive à grimper. Et après, j'ai fait ça, pareil pour l'escalade. Après, j'ai commencé à grimper sur des viaducs, sur des tours, et puis à côté de chez moi, il y avait des carrières de grès, le même rocher que le rocher de Fontainebleau, mais qui avait été découpé pour faire les pavés de Paris. Et donc, je me traçais des voies, et je me souviens bien tracer des voies de tours en meulière, essayer de sortir par le haut. Au début, j'arrivais qu'à faire des portions partielles et à re-rentrer par les fenêtres, voilà, jusqu'au jour où j'ai commencé à ouvrir une première voie jusqu'en haut en solo intégral, quoi. À l'époque, ça se disait pas, hein, mais et donc tout ça, c'était très jeune. Hein, j'étais à l'école primaire. Et la mer est encore loin, là? La mer est pas si loin que ça, c'est-à-dire que quand on était en vacances, le mois de juillet, on le passait ici à Arcachon, où ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère avait une maison. Et donc, on se retrouvait avec mes 25 cousins au mois de juillet. Et là, j'ai commencé à faire un peu de bateau. J'avais un cousin qui avait un 470.
Et ma tante avait le droit d'utiliser le 470, donc on a commencé comme ça. Et puis j'avais mon grand-père qui était décédé, mais qui nous avait laissé un canoë très important, ce canoë qui était aussi chez ma grand-mère, qui avait une maison à Condé-Sainte-Libière, au bord du Grand Morin. C'était la maison du passeur avant qu'il y ait le pont. Et donc avec ce canoë, c'était l'aventure avec un grand A. Et j'ai eu plein de souvenirs, à embarquer mes cousines, à se faire retourner dans les chutes. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, à Arcachon, de rencontrer le président d'un club de voile de Saint-Fargeau, sur la Seine. Donc, je l'ai rencontré à Arcachon. D'accord. Et lui avait un vaurien, et donc j'ai navigué comme équipier et même barreur, parce qu'il était beaucoup plus... forcément, moi, j'étais tout gringalet, et lui, c'était une armoire à glace. Donc, lui, il était équipier. Puis après, il a eu un 420. Alors, on faisait un peu des régates, et puis lui m'avait inscrit à des régates. Il m'a licencié dans son club. Il m'a inscrit à des régates, ça s'appelait les régates du sucre. Et c'est là que ça m'a commencé à me donner le goût de la régate. Et donc, moi, du coup, c'est des régates en région parisienne, quoi. C'est par là que ça commence. non, la première que j'ai été la faire. Alors ça, c'est... Mais les premières naves, un peu, c'est en région parisienne. Les premières naves, c'est plus sur le bassin d'Arcachon. D'accord. Et après, effectivement, à Saint-Fargeau, sur la Seine, j'ai renavigué. Mais la première régate du sucre que j'ai fait, je crois que c'était à Saint-Raphaël. Non, à Saint-Tropez, dans la baie des Canoubiers. C'est ma première régate. Je me souviens, je m'étais retrouvé en tête, mais je ne savais pas dans quel sens il fallait prendre la bouée. Donc, évidemment, je l'ai prise à l'envers, mais voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et d'un autre côté, j'étais dyslexique et un peu asocial. Et je lisais absolument pas. J'avais une aversion de la lecture, de l'orthographe et tout ça. Et mon père, me voyant complètement passionné par la voile, m'a offert à l'âge de 12 ans le livre des Damiens, le premier tome du Spitzberg au Cap Horn. Alors, il faut expliquer un petit peu. Les plus jeunes de nos lecteurs, de nos auditeurs, vont pas forcément savoir ce que c'est. Donc il faut qu'ils aillent lire ce livre, ou plutôt ces 3 livres de Gérard Janichon, qui est parti avec Jérôme Poncé. Sur un bateau qui s'appelle Damien. Sur un bateau qui s'appelle Damien. Donc, ils étaient lycéens du côté de Grenoble, et puis ils ont décidé au lycée de partir faire le tour du monde. Et ils ont fait ce tour du monde. Mais alors, c'est pas le tour du monde par les alizés. Et ils sont partis avec ce petit bateau de 10 mètres 10, direct vers le Spitzberg, et puis ils sont retournés au large du Groenland, et puis après ils ont été remonter l'Amazone, et puis ensuite ils sont descendus au pôle Sud, mais ils sont pas arrivés du premier coup. Ils se sont fait rouler dans les déferlantes, ils ont dématé, ils ont fait escale en Géorgie du Sud. Enfin, pour moi, c'était un truc complètement magique, et je me suis dit, ben voilà, moi, c'est ça, j'ai envie de faire ça. Donc ça la saga des Damiens va influencer vraiment une génération. C'est des gens un peu plus entre guillemets un peu plus modernes que Moitossier, quoi. C'est le coup d'après Moitossier, quoi. Ouais, je pense que moi ça a été les Damiens, mais en fait ça a été un facteur déclenchant. Mais après, comme tout le monde, j'ai lu Moitessier, tous ses bouquins, La Longue Route, un peu plus tard Tamata et l'Alliance et tout ça. Mais j'étais dans cette mouvance-là. Et... Ce que je veux dire, c'est que les Damiens, ils étaient beaucoup plus jeunes que Moitossier, quoi. Donc il y avait une partie de la jeunesse qui pouvait s'identifier un peu plus. Ouais, puis je pense que c'est aussi parce que l'histoire était encore plus aventure que un simple avec plein de guillemets, un simple tour du monde. Que voilà. Et pour moi, être comme ça, un peu en dehors des clous, ça me correspondait bien, ça me parlait, parce que je me sentais très différent des autres quand j'étais petit. Et j'avais eu un peu ce sentiment de cette volonté de vouloir faire des choses différentes et de trouver des techniques pour supporter des trucs différents et d'aller voir des trucs inconnus. Et les Damiens sont arrivés à une époque où quand même le tour du monde était déjà un peu balisé par les Gerbeaux, toute cette génération-là.
Mais moi, ça m'a permis de dévorer la collection mère avec difficulté au début, mais complètement. Et puis aussi de m'intéresser à partir de ce moment-là à la théorie. Donc je me suis quasiment appris par cœur le cours de navigation des Glénans, ce qui est quand même pas rien. J'ai appris la navigation astronomique au point de savoir faire le point de ma chambre à Orsay. Je savais la météo, je me suis bien penché sur la météo très sérieusement, l'astronomie, les cartes, les calculs de marée. Bref, j'avais un gros bagage théorique. Et à ce moment-là... Ouais, c'est ça, d'abord en lecture, quoi. D'abord en lecture. Un peu en cours magistral. Ouais, et j'ai fait une rencontre aussi déterminante au Salon Nautique. Alors, est-ce que c'est exactement la même période? Je crois que c'est 12 ans, je crois que j'étais en 5e. Donc, à ce moment-là, la maison d'Arcachon est vendue. Et c'est le drame parce que donc, je vais plus pouvoir avoir mon mois de mer. Et alors que justement, c'est le moment où vraiment j'accroche complètement à ce truc-là. Alors, je fais la tournée des écoles de voile. Et il y avait au CNIT à l'époque, pour ceux qui sont de ma génération, il y avait une zone avec les écoles de voile. Donc je frappe à la porte un peu de tout le monde. Et je crois qu'il y avait un groupement qui s'appelait l'Étrave, qui plusieurs associations. Et je tombe sur un dénommé Jean-Marie Maréchal, directeur des Jeunesses Nautiques de France, qui me dit bah ouais, pas de problème. Le siège est dans le 7e, métro Ségur. Alors à l'époque, je prenais le métro, il me téléphonait, on avait des téléphones fixes à l'époque. Il me disait ben viens ce week-end, j'ai besoin de toi. Et j'étais son grouillot, son petit matelot. Donc on partait des expéditions complètement dingues. Où on se retrouve. Alors moi, il me donnait rendez-vous, j'y allais direct après l'école, et puis il arrivait 3-4 heures plus tard, il fallait aller chercher un bateau à Maison Lafitte, il y avait que des aventures pas possibles, et on allait à la Trinité pour mater, démater, mettre à l'eau des bateaux. Et comme on était tous les deux et que lui, il avait le permis de conduire, moi je l'avais pas forcément. À 13-14 ans, je devais amener le bateau d'un endroit à un autre pendant que lui, il convoyait la voiture. Et donc, et il m'a appris plein de trucs et il m'a fait rapidement confiance, beaucoup trop. Et je me suis retrouvé, à 15 ans, chef de bord dans cette école où j'avais des stagiaires que j'emmenais en croisière. Les pauvres, donc je lâchais pas de la barre de toute la croisière. J'étais capable de faire escale dans le port et repartir instantanément parce que j'étais tellement accro de navigation. Et enfin bon, et que c'est comme ça que j'ai appris. Et lui était très très tourné vers la compétition. Il a participé avec un First 30 et ensuite un First Evolution à la Solitaire du Figaro. Et donc, dans l'école de voile, on avait quand même des bons bateaux, Muscadet, Armagnac et tout ça. Et donc, j'ai vachement pratiqué grâce à lui et appris sur le tas. Voilà, jusque à un moment donné où j'ai voulu faire la Mini Transat. Alors, je me souviens très bien, je devais avoir 18 ans. J'ai frappé à la porte de VDA. Je sais pas comment j'avais eu... ses coordonnées à Lanester et puis discuter avec lui, ce qu'il avait fait la Mini Transat en Muscadet ou en gros plan, je sais plus, et je voulais faire la Mini Transat. Puis ça, c'est pas fait. Et ce projet de Mini Transat, il arrive naturellement, instantanément. C'était comment il arrive à... En fait, je suis devenu... C'est les premières années de la Mini Transat, hein. On est au début des années 80. Complètement, c'est-à-dire que moi, j'ai été abonné à Voiles et Voiliers et ma mère disait que je connaissais Voiles et Voiliers par cœur, ce qui n'était pas totalement faux. Et donc, la première Mini, c'était quoi? C'était en 77, avec l'Américain qui gagne, là. Donc,
tout ça, moi, donc je voulais faire ça. Et puis ça s'est pas fait parce que finalement Jean-Marie Maréchal voyait peut-être moyennement d'un bon œil que je prenne un muscadet de l'école. Bref. Et donc je me suis retrouvé. Alors j'avais ensuite après mon bac, je suis parti faire un DUT de génie mécanique. Alors bon, j'étais fan d'Éric Tabarly, je voyais les bateaux en aluminium, génie mécanique. Je me suis dit, l'alu et tout, je vais apprendre tout ça. Et j'étais très branché construction de bateaux, puisque on était dans la période post-68 art, et moi, sur un rayon de 15 km que je parcourais en vélo, j'avais 7 constructions amateurs de gars qui partageaient le même délire que moi, mais qui avaient 20 ans de plus que moi ou 10 ans de plus que moi. Donc, j'ai aidé des gars à construire leurs bateaux, leurs plans Karoff en acier ou pour des bateaux de voyage, hein. Des bateaux de voyage ou en acier ou en ferrociment, dont un bateau qui s'appelle le Grand Vivier. J'ai retrouvé la trace. Après, on s'est retrouvé au Québec en 2015, quoi. Hein, donc presque 30 ans après. Et j'en ai retrouvé aussi aux Antilles, et moi, quand j'avais 17 ans, j'ai dit à mes parents, est-ce que je peux construire le bateau pour le tour du monde dans mon jardin, quoi. Et mes parents m'ont dit, pas question, passe ton bac. Et donc, je suis allé voir mon voisin, et le voisin était presque partant, et tout ça. Puis finalement, il y a eu le holà parental. Mais moi, je me suis toujours construit des bateaux et mon premier vrai bateau, parce qu'avant c'était des radeaux, ça a été un kayak que j'ai fait avec un budget de 0 francs, 0 centimes. Et kayak qui était monté sur des roulettes de landau et que j'accrochais derrière mon vélo. Et donc, j'ai parcouru les lacs des Ulysses et tous les lacs alentours. D'abord à la pagaie et puis ensuite à la voile, puisque 2 ans plus tard, je l'ai transformé avec dérive, mât et voile. D'accord. Et alors, ce projet de Mini Transat, il arrive à se concrétiser comment? C'est-à-dire que il ne se concrétise pas. Il se concrétise pas. J'attaque mes études donc à l'IUT de Cachan et je me retrouve à monter des projets course de l'EDEC. La première année, je décroche un bateau superbe, un plan maurique en bois moulé qui s'appelle Ratafia, que me prête le propriétaire. On fait Saint-Malo-Pornichet et on se débrouille très bien. Et je me souviens qu'à l'époque, il le sait pas, mais ou je lui ai peut-être déjà dit, mais je suis très impressionné par Jean Le Cam qui est toujours sous spi avec son Armagnac Mervent. Et avec ce bateau-là, je veux faire la course Bretagne-Açores. Je cherche des sponsors et je n'en trouve pas. Et du coup, je m'inscris comme équipier et je téléphone, j'obtiens la liste des propriétaires. Et je me souviens très bien être à Pornic, à l'époque c'était les cabines téléphoniques, et je mets mes pièces et je téléphone à un monsieur qui avait un Swan 38, monsieur Rousselin, à la Trinité-sur-Mer, et je lui dis, je cherche un embarquement pour Bretagne-Açores et tout. Et il me dit, écoutez, oui, venez me voir à la Trinité, et donc, j'étais descendu à Pornic pensant suivre un peu le Figaro et Alain Gauthier et Hervé Laurent, qui étaient en halftonner, que j'avais rencontré sur les quais à Lorient. Et j'étais descendu avec eux pensant qu'avec l'Armagnac, j'allais pouvoir les suivre. Mais vu le paquet d'herbes qu'il y avait dessous, j'étais en train de caréner à Pornic. Et du coup, j'ai pas suivi la solitaire du Figaro. Je suis remonté direct à la Trinité. Monsieur Rousselin m'a vu arriver à la voile sur le ponton. Et donc, il m'a embarqué sur le Delnic. Et alors, pour moi, ça a été un peu une grande révélation, puisque contrairement
aux Armagnac de Jeunesse Nautique de France, qui étaient déjà des bons bateaux. Là, il y avait génois léger, génois médium, génois lourd, toute la garde-robe, le spi léger, le spi médium, le big boy, le machin. Et puis, l'équipage était hyper entraîné. Ils faisaient les entraînements d'hiver de la Trinité-sur-Mer. Donc, je participe à cette course Bretagne-Açores que l'on gagne. Et Monsieur Rousselin me dit, si tu veux, tu fais les entraînements d'hiver avec nous. Et donc, je terminais l'IUT le vendredi. Je partais avec le RER jusqu'à Massy-Palaiseau. Là, je prenais mon stop pour mon pouce pour partir jusqu'à la Trinité-sur-Mer. Alors bon, il y a eu quelques nuits dans des chiottes de coins perdus avec la température en dessous de zéro, à attendre que le jour se lève, qu'il y ait à nouveau des voitures qui démarrent. Et pour arriver avant le départ de la course, voilà. Et lui me ramenait jusqu'au péage à Chartres, au retour. Et j'ai énormément appris avec lui. Et il m'a embarqué pendant 1 an à l'issue de mon IUT. On a fait la Transat des Alizés. J'ai fait du charter pendant l'hiver. Et après, on a ramené le bateau au printemps sur la Trinité. Donc l'expérience fondatrice, quoi. Voilà. Et donc là, le projet Mini Transat, je l'avais mis sous le coude. Mais en fait, j'ai compris à cette époque-là que les matériaux composites allaient transformer la construction navale. Et j'ai vu que Bordeaux était vraiment la capitale des matériaux composites. Et je suis venu à Bordeaux me spécialiser dans ces matériaux. Et j'ai eu la chance d'être formé donc par des ingénieurs des grands groupes qui sont autour de Bordeaux. À l'époque, ça s'appelait l'Aérospatiale, la Société européenne des propulsions, la Société nationale des poudres explosifs, Dassault, CEA Cesta. Donc il y avait vraiment un top niveau, des trucs de dingue. Et j'ai passé 6 mois à l'Aérospatiale. Et ça m'a donné d'une part des connaissances approfondies sur les matériaux, sur les moyens de mise en œuvre. Et ça m'a fait un réseau qui m'a suivi de personnes passionnées. Moi, forcément, dans ma promo, j'étais le plus passionné. On m'appelait Monsieur Époxy parce que bon, on connaissait à l'époque le verre polyester, quoi. Donc dès qu'il y avait du carbone et de l'époxy, j'étais comme un fou. Et derrière ça, j'ai fait mon mémoire sur les mâts en fibre de carbone. Donc ça, c'était en 84. J'ai eu mon DEST matériaux composites en juin 84. Et à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, j'ai fabriqué... Les mâts carbone n'existaient pas. Les mâts carbone n'existaient pas. Donc, après cette étude-là, j'ai monté un autre dossier, un dossier de financement que j'ai présenté à la région Aquitaine, qui s'appelait Prototype en matériaux composites. Il se trouve que le bateau faisait 6,50 m avec mât carbone. Comme par hasard. Comme par hasard. Et j'ai embauché... Je me suis vendu comme consultant au chantier Yachting France, où j'ai calculé une poutre en carbone pour le Lacoste 42. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à construire mon mini transat, entièrement en matériaux composites, vraiment haute performance et très révolutionnaire pour l'époque, au lycée des métiers de la mer, ici avec Jean Mestras. Et je me suis pointé à Brest où les gars rigolaient sous cap en me disant « tu passeras pas le goulet ». Quand je leur ai dit les haubans sont en Kevlar, ils sont collés sur le mât en carbone, tout le monde riait complet. Et puis en fait, le bateau, il avait un vrai plus. J'avais concentré toute la structure au centre, donc dès qu'il y avait du clapot, il avait aucun moment d'inertie.
Voilà, et puis il était plus léger que la Tu avais moyenne. dessiné les plans, hein? Non, c'était Jean Béret D'accord, c'est un plan Béret. qui avait dessiné le bateau. Qui faisait beaucoup de mini à l'époque, hein? Il faisait beaucoup de mini et en fait, il s'était fait un peu voler la Mini Transat par Lucas, qui avait placé tous ses bateaux. Et je m'étais dit, Béret, il a une revanche à prendre. J'avais été lui présenter mon projet et il m'avait dit, Banco, voilà. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve en juillet à faire ma qualif à l'arrache complet, parce que ça m'a épuisé. C'était un boulot de dingue de monter ce projet, tout faire. Au début, je voulais tout faire en composite. Évidemment, à un moment donné, j'ai dû faire la baume en alu et le tangon en alu pour pouvoir respecter le délai. Mais je suis arrivé de la qualif. C'est la première sortie du bateau. Et je suis revenu au port, j'ai fini de préparer le bateau et la deuxième sortie, je suis monté à La Rochelle. C'est la première fois que Jean Béret a vu le bateau. Et de La Rochelle, je suis monté à Brest. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Et là, on est donc en 1985 et la Mini Transat va plutôt bien se passer. C'était très, 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 très chaud. La première étape, ça a été... je sais pas bien ce qui s'est passé, mais visiblement, mes batteries plomb ont dû se court-circuiter, ma batterie plomb. Donc, j'avais plus de batterie, donc plus de pilote. J'avais le régulateur d'allure. Et il se trouve que c'était du tout petit temps. Et donc, toute la descente du Portugal, c'était épuisant. Le régulateur d'allure ne tenait pas. Il y en a une partie que j'ai fait à la godille de risée en risée. Et je m'épuise complètement. Et j'ai des hallucinations de fou. J'ai des trous complets où je me réveille grâce à ma montre à quartz en regardant, en allumant la petite lumière comme ça en me disant mais il est minuit et quart, mais Yves, t'es au cinéma, c'est dommage pour Frédéric Guérin qui est à la cape, tout ça. Je voyais les gros remous de la quille avec le bateau à la cape et puis le plancton, et puis je me dis non, mais c'est ton bateau Yves, mais non, t'es au cinéma, mais non, mais si, puis non, puis c'était moi pour de vrai, et quand j'arrive à Tenerife, j'arrive le soir, je vois toutes les lumières de Tenerife qui s'allument, je vais comme un dingue avec le bateau au planning, j'avais l'impression d'aller à une vitesse hallucinante, j'allais vite, mais en n'exagérant rien. Et du coup, j'ai eu l'impression que j'allais m'écraser dans la ville. Donc, j'affale le SPI, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai mis à peu près 2 heures pour aller jusqu'à Tenerife, puisque j'ai passé la ligne à minuit, je me souviens. Et ça, il faisait encore un peu jour quand j'affale le SPI, quoi. Parce que je vois ce truc, j'ai l'impression de m'écraser sur la falaise. Donc, bien attaqué dans les réserves, quoi. Ah oui, là, j'étais quand même... Jamais j'ai été aussi loin dans l'état dans lequel j'étais, quoi. La deuxième étape va mieux se passer, du coup? L'étape 1 se passe pas mal. J'arrive avec, je crois, 16 heures d'avance. Non, c'est ça, 12 heures d'avance. Par contre, j'écope de 16 heures de pénalité parce que je suis passé par le Ratsin et il fallait passer par la chaussée de l'Occidentale ou Armen, voilà. Et ça faisait partie du parcours côtier, c'était un peu qui avait été annulé, parcours en rade, bref. Je prends 16 heures de pénalité, du coup je finis 3e à 4 heures du premier, mais à la deuxième étape, donc j'étudie bien la météo et je me retrouve avec une option où je pars au largue serré plein pot, au 240, là où les gars abattent et vont beaucoup plus doucement. Et j'arrive à choper les alizés et grosso modo, je suis arrivé 48 heures avant le second. Donc, entre la performance du bateau et l'option météo, j'étais confortable. Donc, première victoire.
première victoire. Et alors, comment réagissent les coureurs? Parce que t'es pas exactement du sérail. T'as fait. Mais dans la mini transat, personne n'était vraiment du sérail à l'époque. Mais t'as pas fait de course avant saison. C'est la première course du bateau. Ouais, mais bon, tout le monde il y avait pas vraiment de beaucoup de courses avant saison à cette époque-là. Et donc, je suis très copain avec Frédéric Guérin, avec tout le monde. On est vraiment une super ambiance dans cette course-là. Et donc, c'est la grosse fête. Ça a été la grosse fête à Tenerife et ça a été la grosse fête à Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire que personne n'avait les moyens ou l'intention de rentrer en France. Donc, on s'est tous retrouvés ensemble. Et donc, par contre, après, j'avais pas vraiment de plan d'attaque. Pour moi, je faisais un peu ça. C'était un peu le stage après l'école, quoi. Voilà, une étape dans ma vie professionnelle et je pensais créer une entreprise dans les composites. Ce que j'ai fait avec un copain, mais plus tard et du coup, cette victoire me dit, continue dans la course. C'était un peu inespéré pour moi de gagner. Juste un petit mot sur le bateau, il va connaître une vie, une carrière assez incroyable. Oui. Qui s'appelle Aquitaine. Alors, il va courir encore de nombreuses éditions de la Mini Transat. Ouais, alors j'ai eu du mal à le vendre et ça s'est mal passé. Et le coureur qui me l'a acheté a pas couru, voilà. Mais finalement, il a été repris et finalement, avec un peu de retard, il continue sa carrière et à un moment donné, il avait à son actif le plus de mini transat, voilà, avec le bateau du Pasquier aussi qui a fait énormément de courses et puis j'ai été en contact avec le propriétaire qui était un jeune garçon de 18 ans là qui l'avait à Saint-Malo la dernière fois que voilà, donc ce bateau existe toujours, il navigue toujours et c'est une belle histoire. Ouais. Il y a eu énormément de coureurs, dont Fanche qui garde l'inventaire de l'histoire de ce bateau-là et qui avait fait une mini transat dessus. Comment ça enchaîne ensuite alors du coup comment tu vas passer au Figaro, mais comment ça s'enchaîne? Alors ça s'enchaîne par le Formule 40. J'embarque sur un Formule 40 pour la saison 86 sur un bateau assez peu performant, mais ça me donne l'envie de continuer et j'embarque avec Roland Jourdain sur le Média de la Mer à Brest. Il y avait à bord Cudenec, Michel Desjoyaux, Roland Jourdain et moi. Et de cette course-là, après j'embarque avec Pierre Lemahout et je lui rachète son bateau avec pas mal de péripéties parce qu'il l'a en même temps vendu à Denis Conner. Donc il y a eu un peu des difficultés, mais bon, parce que derrière la Mini Transat, je réussis à trouver un sponsor qui s'appelle Lectra System et avec lequel je signe pour un catamaran Formule 40. Et le projet démarre, le bateau est dessiné par Jean Béret, le chantier est choisi, le chantier commence et l'entreprise rencontre de grosses difficultés et est obligée de complètement arrêter le projet. Et du coup, on repart à zéro. C'est comme ça que j'embarque sur ces bateaux en tant qu'équipier. Et j'ai pas mal de retard en fait du coup je perds une saison et puis je me retrouve emmanché dans une série qui est complètement malade, on va dire, abandonnée par les têtes d'affiche qui portaient. Il y avait le plus beau plateau en 86, tous les coureurs étaient là, toutes les vedettes étaient là, et je me retrouve moi avec un bateau sur les bras, c'est pas évident, j'ai pas de sponsor titre, à chaque Grand Prix il faut que je retrouve des sous,
Et c'est compliqué. Et t'es déjà un professionnel de la voile à cette époque-là ou t'es Rien du tout. Je suis professionnel parce que j'y passe. Tu fais que ça, mais tu gagnes pas ta vie, quoi. J'y passe tout mon temps et mon argent. Je suis salarié par ce sponsor Lectra System qui me dit écoute, aide-nous pour percer le marché du nautisme. Et je les aide à s'implanter sur ce marché-là avec leurs machines de découpe de tissu, et on essaye la découpe aussi du bois et d'autres matières. Donc ça me permet de vivre et de continuer et de poursuivre en Formule 40. Mais je vois que c'est une impasse, et heureusement, en 88, il y a la sortie du Figaro Solo, et je me dis j'arrête la Formule 40, je vends le Formule 40 et je me suis acheté un Figaro Solo. Et c'est comme ça que ça démarre en 89, où j'achète le Figaro numéro 5. Et je fais une course de l'EDEC pour gagner un petit peu d'argent. Je bricole pour trouver des sponsors. J'en trouve pas. Et je me retrouve au départ de la solitaire du Figaro. Il se trouve que je gagne la première étape. T'es bisu, hein? Je suis bisu. Et victoire dans la première étape. Voilà, l'anecdote, c'est qu'il y a eu une petite erreur dans les transmissions, et le Figaro titre à l'arrivée de la première étape, un néophyte gagne la première étape. Donc, je gagne la première étape, mais par contre, je fais quasiment dernier de la seconde étape, parce que je prends une option radicale qui s'avère être une catastrophe. Les infos météo que j'avais se sont pas du tout révélées bonnes. Donc, je fais au général un truc très, très moyen. Mais je suis super motivé, ça me plaît énormément. Et j'attaque à la rentrée une recherche de financement top. Mais il y a la grève des postes à ce moment-là. Et j'ai tous mes dossiers sponsors qui se perdent. Et l'année, alors c'est l'année 91, démarre très très mal pour moi, et j'ai des problèmes personnels. Du coup, je rame complètement et je vois pas le bout du tunnel, et je me dis tu as le bateau, tu fais la solitaire du Figaro, puis après tu le vends et puis tu rentres dans la vie active. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et quand je monte à Cherbourg, je suis dépressif, j'ai énormément de mal à me lever le matin, et je suis soutenu par Isabelle, ma femme, et par Hervé, mon ami très proche qui m'a suivi depuis la suite de la Mi-Transat. Et je pars avec aucune prétention. J'ai fait la Solo Concorde juste avant, où j'avais fini 14e. Et là, il y a quand même eu un petit miracle. Donc, j'ai quand même mes voiles d'origine. Et là, tirage au sort, je gagne un SPI neuf, un SPI lourd, alors que le mien, il avait été déjà explosé dans la première étape du Figaro l'année précédente. Donc, il était vraiment au bout du rouleau. Et première étape du Figaro, je m'accroche, la nuit est extrêmement difficile. J'ai devant moi Lionel Péan, alors j'essaie de m'accrocher à sa petite lumière. Puis le matin, ça va mieux, et je le double, et au pointage, Yves Parlier, premier. Oh dis donc. Alors là, s'il y a bien un truc que je ne m'y attendais pas, c'est ça. Et effectivement, deuxième Lionel Péan. Donc ça me rebooste, et là la journée ça allait beaucoup mieux. Donc on passe les Scilly, et puis Souspi, mer d'Irlande, j'étais complètement crevé, et donc j'affale le spi, je mets le génois, je vais me coucher, tout ça, et du coup le bateau l'offre un peu plus. Et tous les gars déboulent sous spi, je me fais rattraper par tout le monde, voilà. Sauf que le vent refuse,
Et les gars qui déboulaient sous spi, ils se retrouvent sous le vent. Et moi, je me retrouve 4e au Fastnet. Le jour se lève. Alors, devant moi, j'avais des joyaux, j'avais le Montchoix et alors, inatteignable, François Lamiot. Et donc, là, du coup, on renvoie le spi parce que là, pour le coup, on était plein vent arrière pour descendre jusqu'à Kinsale. Et je vois mon Michel Desjoyeux qui commence à partir en roulis rythmique, hop, départ au tas et tout ça. Et là, moi, j'étais bien campé à ma barre et tout. Et je passe Michel et ça me booste à fond. Et je vois le Montchoix, même scénario. Et je vois que Lamiot ne faisait pas le cap de Kinsale. Donc, il se fait un empannage. Il était vraiment loin devant. Il se tape un premier empannage, du coup, il repart tribord à mur. Du coup, quand il arrive en lay-line, il est obligé de se retaper un nouvel empannage. Et du coup, il dépasse un peu la lay-line et il se dit, derrière, follow fait pour aller à Kinsale, c'est trop serré, il envoie le génois. Et moi, j'arrive direct, j'avais tout calé au vent, ballast, tout ça, et je suis sous mon fameux spi que j'ai gagné à la Solo Concorde, et je le passe, je suis à 13 nœuds, lui il est à 8 nœuds, le pauvre traumatisé encore par ce... Et j'arrive, mais alors complètement rincé, parce que là, par contre, c'était vraiment chaud de tenir le truc, je partais au tas, donc fallait reborder, tenir les coudes à la main. Je passe la ligne, et là, je lâche la drisse et je laisse... donc, je l'offre au près, parce que donc je savais pas trop comment était la rivière. Je l'offre au près sous spi et je récupère mon spi à l'horizontale. Ah, c'était un sacré souvenir. Et je me retrouve à Kinsale sans Bottnigger. Là, j'ai dormi 16 heures d'affilée, quoi. Et puis après, les victoires se sont enchaînées. La deuxième, la troisième étape, voilà. Et tu gagnes combien d'étapes du coup? Je gagne la deuxième étape et la troisième étape. Je gagne 3 étapes. Et dont 3 sur 4. 3 sur 4. Et alors la deuxième, je me souviens très bien. L'état de grâce, quoi. Hein. L'état de grâce. Et puis un gros avantage que j'avais à l'époque sur les autres, de comprendre les phénomènes météo. Et donc à Belle-Île, au petit matin, je savais qu'on était dans l'air extrêmement stable. J'étais quasiment à 1000 derrière Alvad Mabir, que j'avais en visu, qui vire de bord en lay-line et puis qui se retrouve dans la zone tampon de Belle-Île. Et donc, j'ai vraiment fait le tour. Il m'a vu passer. Lui, il était scotché à 2 nœuds et moi, je suis passé à 5 nœuds à son vent, à tel point qu'à l'arrivée, il m'a dit, Yves, faut absolument qu'on navigue, parce que, en fait, l'année précédente, je avais fait le même coup à la Corogne, là. Donc, il faut absolument qu'on navigue ensemble. Moi, je fais les jambes et toi, tu fais la tête. Et puis, voilà. Et on n'a jamais navigué ensemble, mais vraiment, il faudra qu'on... Donc, victoire. Ouais. Du coup, victoire dans la solitaire. Victoire dans la solitaire, voilà. Et c'est là que tu récoltes ton surnom de ces coups météo-là qui te font le surnom d'extraterrestre. Voilà, c'est-à-dire que après les 2 premiers coups sur la 3e étape, les gars se méfient un peu et je me retrouve en tête après. C'est l'Île-Dieu qu'on avait passé toute la nuit au près là et je tombe sous le vent de la flotte, mais en tête. Et on est en lay-line direct sur Iron, et puis le jour se lève, et puis je vois un trou de ciel bleu avec de la subsidence, là, comme ça, et je me dis, bon, ben là, tout droit, on est sûr d'aller droit dans le calme, le phénomène, il va se décaler, il faut absolument le contourner par l'ouest, et donc je vire de bord, mais à 90, voire plus parfois de la route, selon les ados et les refusantes. Alors du coup, je passe derrière les 5 premiers, dont Lionel Péan, qui se dit, bon, là, je vais pas me faire avoir, il me suit, et puis au bout d'un moment, il se dit, non, c'est pas possible, là, il a fumé la moquette, donc je le vois revirer de bord. Alors moi, c'est vrai que c'était un peu stressant, parce que ça met longtemps à commencer à réadonner.
Et puis, au bout d'un moment, le vent se met à tourner et je chope du vent et je commence à être auprès d'un bord. Puis après, ça donne, j'envoie le spi. Alors là, petit temps sous spi serré, là, le bateau, il marche à fond les caisses. Donc là, la course était gagnée. Alors je me fais un peu planter à l'arrivée en Espagne, parce que j'arrive le soir en Espagne et je passe à la ligne au petit matin avec les premières brises. Mais enfin bon, j'avais fait un trou là de 2 heures facile sur les autres. Donc voilà. Donc à l'étape, la 4e étape, il y a eu une petite frayeur parce que quand je passe, alors c'était quoi? C'était l'île de Groix. Il faut envoyer le spi et vite je cherche mon tangon et mon tangon, plus de tangon. Panique. Donc vite fait, alors je démonte, on avait des couchettes avec des cadres en alu là, et donc je prends les 2 cadres en alu des 2 couchettes et je fais un espèce de brélage pour me faire un tangon et donc je finis la course dans le timing, mais c'est vrai, c'est un petit coup de chaud. Mais c'est vrai que ça a été un virage incroyable dans ma carrière, cette solitaire du Figaro, parce que tu t'apprêtais à arrêter, quoi. Je m'apprêtais à arrêter et le destin en a voulu autrement, quoi. Et comment tu expliques que tout s'enchaîne aussi parfaitement alors que tu étais sur le point de renoncer? Je l'explique pas. Je suis très cartésien, moi, donc pourquoi d'un seul coup pire même, j'ai failli casser le bateau dans la demi-heure avant le départ. Me suis retrouvé, on avait des nouveaux pilotes. Je sais plus ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé cap direct sur le bateau de Christophe Auguin, avec la barre coincée. Et au dernier moment, j'ai pu l'éviter, mais j'ai failli ne pas pouvoir prendre le départ de cette course, quoi. Alors du coup, après ce Figaro, ça renouvelle tes ambitions et ton envie. Donc là, ça me rebooste. Tu vas passer à l'IMOCA. Je continue à faire la saison en Méditerranée et tout ça. Et quand je rentre en octobre, je réunis tous mes relations et je leur dis le Vendée Globe est dans un an. À l'époque, il n'y a eu qu'une seule édition. Il n'y a eu qu'une seule édition. On est en 91, il n'y a eu que l'édition de 89. Quoi. Et la suivante est contrairement aux autres, où ça sera tous les 4 ans, la suivante est dès 92. Quoi. Ouais, dès 92. Et donc, absolument pas le temps de construire un bateau. Mais il y a beaucoup de bateaux de 60 pieds qui sont à vendre d'occasion. Et j'ai absolument pas un copec. Mais j'ai ce titre du Figaro. Et un titre de champion de France solitaire aussi, quand même. Et de champion de France en solitaire. Enfin bref, je me dis, il faut ce coup-ci que j'arrive à transformer et que je me loupe pas comme derrière la Mini Transat où finalement, j'ai pas vraiment réussi à me lancer et à basculer professionnel, quoi. Donc, je mets toutes mes forces dans cette énergie-là et j'arrive et il se passe un truc un peu incroyable. Je suis invité à la région Aquitaine à une conférence de communication par le grand publicitaire Monsieur Séguéla, que je remercie infiniment, et qui fait une grande conférence intéressante, passionnante sur la com. Et il a profité de cette opération pour inviter son gros client bordelais, entre guillemets, la société Cacolac, qui dépense 2 millions de francs par an dans son agence pour acheter un spot de pub que personne ne voit, qui dure 26 secondes et qui est passé 3 fois à minuit pendant un mois, voilà. Et donc je suis invité à parler et à parler de mes projets, et à la fin de mon petit discours, il y a un cocktail et une personne s'approche. Je suis le directeur général de Cacolac. J'aimerais vous rencontrer. Je vais voir ce monsieur chez Cacolac à Bordeaux et qui m'explique
Ben non, votre projet est très bien, mais j'ai que 2 millions de francs, c'est ce que je donne à Séguéla. J'arrête la campagne de pub demain, mais je peux rien faire. Voilà. Et je dis, oui, mais le bateau, il coûte 4 millions et tout ça. Bon. Et je vais voir le président de la région et il me dit, ben moi, je peux mettre 25%. Et puis, je me dis, ben banco, on y va. Et on lance le projet Cacolac d'Aquitaine. On finit par réussir à trouver un peu des sous à droite à gauche et à réussir à acheter le bateau le 1er avril à Christophe Auguin. Moi, j'étais à bord du bateau avec le Botniger de Christophe Auguin en attendant le feu vert du directeur financier de Géodis ou de je sais plus quel était l'armateur. Je crois que c'était Groupe Sketa. Hein. Groupe Sketa. Et le 1er avril, c'est bon, hop. Alors donc, on a eu le droit de partir avec le bateau, je m'en souviens. Et pendant le convoyage, on a commencé à décoller les autocollants Groupe Sketa. Voilà. Et donc là, on n'a pas chômé. On est reparti à La Rochelle. On a mis le bateau en chantier chez Marc Pintard. Et le 1er juin, je pars pour Plymouth, pour la Transat anglaise. C'est 2 mois après l'achat, quoi. Hein. C'est 2 mois après l'achat. Tu as beaucoup d'expérience du 60 pieds, non? C'est la première fois que je fais du 60 pieds. Tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de déconvenues, notamment, je comprends pas comment font les autres. Dans la Transat, j'ai des poches d'eau qui se forment dans ma grand voile, et je savais pas comment les vider, et j'ai beau aller coper, monter dans la grand voile. Quand tu as des riz, quoi, hein, c'est ça? Voilà, quand j'ai des riz, comment ils font, et je finis la mort dans l'âme à faire des trous dans ma grand voile pour vider les poches d'eau. Enfin, c'est une horreur. Mais je gagne cette course assez haut la main, et donc je suis super content. Dans la foulée, je me dis on repart et on tente le record de l'Atlantique. Le bateau marchait super bien, sauf que je me rends pas compte que je suis complètement au bout du rouleau, quoi. Que cette année a été du surmenage complet, que j'ai pas décollé la tête du guidon depuis le mois d'octobre après la solitaire, et donc j'arrive de cette tentative de record de l'Atlantique, qui pourtant s'est bien passé, était relativement tranquille. J'arrive un peu au bout du rouleau et je confie la préparation de mon tour du monde à des jeunes. Voilà, on avait pour ainsi dire pas de budget, hein, on avait acheté le bateau, j'avais la moitié des voiles de Christophe. J'avais des voiles toutes neuves, super belles, parce que j'ai réussi à convaincre Nono de Ropsel qui est venu faire la tentative de record avec nous. Et en fait, la préparation du Vendée, je suis pas non plus au vent de la bouée quand je prends mon départ des Sables d'Olonne. Et je suis cueilli à froid par un coup de vent et je démate au bout de 2 jours de course. Là, c'est vraiment hyper dur à vivre pour moi. Je sais que j'ai fait une bêtise, que j'aurais pas dû démater. Là, le bateau était au près et je me fais prendre dans une petite holofée. Boum, le bateau vire de bord et là, je loupe ma manœuvre, je force l'empannage et j'ai les bastacs qui s'en mêlent dans l'éolienne. Enfin, tout s'enchaîne, une catastrophe, et le bateau plante dans la vague et le mât est pas tenu et le mât se casse la gueule, quoi. Donc là, c'est très dur. Je rentre au sable. Et j'ai tout le monde qui est là pour m'aider. Il y a Isabelle Autissier qui nous passe son carbone. Il y a Huitberger en Alsace qui dit OK, je rebobine un mât et je repars. J'ai Après combien de temps d'escale? 11 jours.
11 jours après le départ, et ça tombe en plein coup de vent. Il y a la nuit, il y a 60 nœuds au près, c'est la guerre, il y a le bateau, c'est une vraie passoire. Il prend l'eau de tous les côtés parce que dans le dématage, il y a les chandeliers qui ont été évidemment balayés, puis on n'a pas eu le temps de renaviguer. Donc on ne s'est pas franchement aperçu que le bateau, c'est une passoire. Donc j'ai de l'eau partout dans le bateau. Et puis j'ai le radar qui s'arrache. Bon, ça c'est pas très grave. Mais j'ai le bordé à l'avant dans la soute à voile qui délamine. Et heureusement, je m'aperçois de ça. Donc en slamming, j'ai tout un panneau entre deux couples qui respirent, et c'est un panneau sur lequel il y a une partie monolithique où il y a la prise de la BLU, une prise de masse. Donc, je m'aperçois de tout ça, et donc le tour du monde commence vraiment très très mal. C'était très très loin de ce que je m'imaginais être le tour du monde. Et je me retrouve pétaouchnock derrière les autres. Et je commence une espèce de thérapeutie à essayer de me ressourcer déjà moi-même, parce que j'ai pas l'effort, j'ai pas la force de m'occuper de mon bateau. Et heureusement, derrière ce coup de vent, il me semble que les conditions étaient pas trop mauvaises et que petit à petit, je glisse sous l'Afrique, et que là, le temps s'améliore, mais psychologiquement, je suis atteint, et j'arrive néanmoins à faire avancer le bateau comme il se doit, mais j'ai beaucoup de mal à reprendre un peu les choses en main, à réparer le bateau comme il faudrait et tout ça. Et donc, finalement, je me retrouve au niveau des Kerguelen à faire route avec Jean-Yves Asselin, qui était bon dernier de la course. Et je reste avec lui parce qu'il a un radar et qu'on est en plein milieu des icebergs. Alors, c'est avant l'époque où on peut détecter les icebergs, où CLS fournit les images, etc. Ouais. Et puis, on était en VHF. Regarde, là, regarde, il y en a un à tribord et tout ça. Oui, ouais, donc ok, tout ça. Et chose qu'on n'a jamais avouée. Donc lui était en panne d'informatique et de programme Maxi, et donc je l'aide à essayer. Tu fais la carto et lui il fait les j'essaye de débugger son truc, et puis on n'y arrive pas, et je lui dis écoute, il y a qu'un truc, c'est qu'il faut que je te réinitialise le truc, je vais te copier des disquettes et tu vas recharger ton truc à zéro. Et donc, au milieu de l'océan Indien, avec 4 mètres de creux, on tente de venir bord à bord, comme ça, et je lui balance au bout d'une garcette mes disquettes de programme Maxi, et lui, donc, me balance un petit bouquin en me disant lis ce livre, ça va t'aider, et tout ça, parce que donc on avait beaucoup échangé, et je lui avais parlé de toutes mes difficultés psychologiques, que j'étais pas dans le match et tout ça. Et donc on se dit mais vraiment c'est un truc de dingue ce qu'on vit là tous les deux, jamais c'est arrivé et jamais plus ça n'arrivera que 2 mecs barjots sur une coque de noix au milieu de cet océan Indien s'échangent des trucs comme ça aussi forts. Et quand tu dis on l'a jamais avoué, c'est parce que c'était une assistance réciproque. Totalement en dehors des règles. En dehors des règles. Et donc nous voilà refaire notre route. Je lis le bouquin, et le bouquin effectivement, tout petit bouquin comme ça, me regonfle. Et là je me remets à mettre du charbon. Et tu te souviens du livre ? C'était quoi le livre ? Eh ben non, je me souviens pas du titre. Je me souviens très bien du livre, très
conceptuel, très philosophique. C'était un tout petit recueil de couleur bleue, mais je me souviens plus du nom, mais je pourrais essayer de te retrouver ça. Et à ce moment-là, je me remets à m'occuper du bateau, et le bateau est vraiment dans un piteux état. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai beaucoup de mal à fabriquer mon électricité. Il faut que je refasse un espèce de condensateur qui a complètement pris l'eau. Il y a les câbles qui sont noyés dans la résine, arrachés. Je fais des soudures. Je me mets à essayer d'étanchéifier le bateau, Sika. Et je répare cette réparation. Et puis je commence à gratter, à remonter dans le classement, jusqu'à ce que Jeantot m'appelle et me dit faut se dérouter, il y a José Ugarte qui a lancé un appel de détresse. Alors d'un seul coup, là, le Vendée s'arrête. Pour la première fois de ma vie, je me déroute pour aller vers un gars que tu imagines en train de couler. Donc il avait le bagage... non, qu'est-ce qu'il avait C'était pas bagage supérieur, c'était le premier Generali là, en alu, le premier vainqueur du Vendée, d'Alain Gauthier, il avait une voie d'eau, et on se déroute, on est 2 bateaux à se dérouter, et d'un seul coup, tu te dis, voilà, je vais finir, on va être 2, t'es plus en course, voilà. Tout compte fait, il arrive à réparer, et donc nous voilà repartis, donc... c'était sympa parce que du coup on échangeait là avec Vittorio Alingri, l'italien, et José Ugarte, l'espagnol. Donc on lui remontait le moral, il avait déchiré ses voiles, il fallait lui remonter le moral. Alors on en avait pour 2 avec Vittorio, et puis petit à petit je prends de l'avance, je les lâche, et jusqu'à en fait VDH qui était devant moi. Il y avait Poupon alors ce Vendée Globe là, c'est Christophe Auguin qui le gagne, ou c'est Alain Gauthier? C'est Alain Gauthier. C'est Alain Gauthier. Alain Gauthier avec bagage supérieur, voilà, c'est ça. Et Philou des Maths, et moi au large des Canaries, auprès, le bateau tape. Et la réparation qui a tenu jusqu'à ce moment-là cède. Et je me retrouve avec la soute à voile complètement inondée, la cloison étanche qui est juste devant le mât en train de se fissurer complètement, et obligé d'arrêter le bateau, obligé de tout mettre le matos sur la plage arrière pour essayer de soulever l'avant, plonger sous le bateau, voir les dégâts, et entamer une réparation de fortune. Parce que là, pour le moment, l'option, c'est de se dérouter vers les Canaries. Jean-Marie Finot est formel, il faut absolument que tu arrêtes, sinon tu vas couler. Mmh. Et puis finalement, j'arrive à réparer, à étanchéifier et à renforcer. Et donc, je repars. Et j'arrive vraiment là, transformé par ce premier tour du monde, heureux comme tout. Le bateau est dans un état catastrophique parce que, en fait, le mât, on n'a pas pu mettre de cardan sur les étais, donc tous les étais qui étaient en rode, ils ont cassé les uns après les autres. Donc le mât ne tenait plus que par des bouts. Je me souviens être monté à la Corogne, au large là de Cap Finistère, dans le mât avec 30 nœuds de vent pour aller accrocher des bouts au 3e étage de barre de flèche pour attacher le mât. Enfin, c'était vraiment une gageure. Le mât, il tenait vraiment à la fin avec rien du tout, mais vraiment, c'était une super expérience, quoi. Et tu sais que tu veux repartir? Ah oui, complètement. Là, t'as trouvé ta voie, quoi. Ouais, vraiment, c'est. Mais même depuis que j'avais repris l'énergie là dans l'océan Indien, j'ai passé une énergie. Là, je me suis retrouvé vraiment
dans mon élément. Je vivais mon rêve de jeunesse que j'avais toujours voulu vivre. Et quelque part, c'était une vraie révélation pour moi, ce premier tour du monde. J'ai des souvenirs du passage du Cap Horn. C'était magique, c'était dingue, c'était hyper fort ces moments-là. Alors on va juste on va pas rentrer dans le détail de toutes les courses, mais après ça va vraiment bien enchaîner, hein. Il y a une victoire dans la Jacques Vabre en 93, il y a une victoire dans la Route du Rhum en 94, et je voudrais venir directement à un bateau mythique, hein, qui est Aquitaine Innovation. Comment tu passes du coup de ce projet Cacolac d'Aquitaine qui coche un paquet de cases à ce projet de bateau incroyable qui est Aquitaine Innovation? En fait, effectivement, avec ce bateau Cacolac, pour moi, rapidement, c'est mon laboratoire d'essai. On transforme, on rallonge la baume pour l'amener jusqu'au tableau arrière, avec ce bateau qui était systématiquement mou. Et là, le bateau devient hyper performant, plus rapide que bagage supérieur, que je double dans la Jacques Vabre et que je redouble dans la Route du Rhum. Et donc, finalement, je discute beaucoup avec Finot, avec Pascal Conque, sur cet équilibre de bateau, sur le plan de voilure. Et j'ai vécu en Formule 40 le passage des mâts, on va dire, Aubanet au Mael. Et je me dis, ces Mael qui arrivent à marcher avec des grands voiles seuls, on avait des tout petits tourmentins de 8 mètres carrés, c'est génial pour le solo. D'une part, je sais que c'est hyper performant. D'autre part, mon plan de voilure, plutôt de me trimballer 2 enrouleurs à l'avant, voire 3, il y avait 3 enrouleurs. Je peux mettre que mon génois sur enrouleur. J'ai une trinquette en côtre que je peux mettre dès que ça donne un petit peu. Et je peux naviguer sous trinquette grand voile haute. J'ai le gréement idéal et je prends l'option d'avoir un bout de dehors qui dépasse de 50 cm devant et d'une baume qui dépasse de 1,30 m derrière. Et c'est un choix qui n'a jamais été repris par les autres bateaux, mais quand Aquitaine Innovation sort, il n'y a pas de second, quoi. Le bateau, dès que ça débride, il cabre et il plane. Il plane avec très peu de vent. On était encore au monocoque où il fallait pousser de l'eau pour les faire démarrer avec la vague. Là, maintenant, on en est à un monocoque qui, au largue serré, se met au planning, cabre et marche à 12-13 nœuds avec 14 nœuds de vent. J'avais un ballast arrière et le bateau a un potentiel formidable. Tous les choix étaient très avant-gardistes, notamment le fait que l'enrouleur était en fait un tube carbone sans étai central, et c'était très osé, et effectivement on maîtrisait pas encore parfaitement le truc, et notamment la cadène d'étai, ce qui fait que dans mon premier Vendée avec Aquitaine Innovation, en fait, la rotation du Mael fait que ça ouvre la chape et au large de Sainte-Hélène, l'étai tombe à l'eau. L'étai tombe à l'eau et la tôle de 10 mm d'épaisseur en inox s'ouvre à 45 degrés comme ça, ce qui fait que j'arrive pas vraiment, je trouve pas de solution pour réparer. Je me retrouve au milieu de l'Atlantique Sud, à 27 mètres de mon bateau, pour aller défaire le brélage du génois pour arriver à retirer le génois pour récupérer l'enrouleur. Enfin bref, un travail hyper dangereux, hyper stressant. Et du coup,
le bateau continue sous trinquette. J'ai que la trinquette et la grand voile, et les spies et les génacs. Et du coup, le mail, ça commence s'il était tombé à l'eau. Tu t'as mis une drisse entre les deux ou ça tient avec la trinquette? Je grée un Vectran que j'étarque qui me remplace l'étai. Donc le Vectran, c'est une fibre qui sert à faire c'est une fibre qui est extrêmement tenace et relativement raide, que j'avais et qui fait office d'étai, quoi. Qui fait office d'étai. Et puis de toute façon, comme j'avais pas de voile de près, hormis la trinquette, j'ai pas besoin non plus d'étarquer mes bastacs, donc j'ai pas d'inquiétude sur la tenue du mât. Mais par contre, au large des îles Crozet, alors que mon thermomètre indique 8 degrés de température, d'un seul coup, il y a un gros boom. Je suis dans le bateau, je suis en vacation d'ailleurs avec Philippe Gentot. Et donc là, on est dans le Vendée Globe 96-97. Ouais. Et là, je sors dehors et je me dis merde, j'ai tapé un bloc de glace ou quelque chose, et je vais voir dehors, je vois rien. Je reviens à l'intérieur, j'ai pas de voie d'eau dans la quille, je me dis ouf. Hop, et je regarde partout mon bord d'attaque de quille, impeccable. Je me dis c'est bon et tout ça. Et puis, mon sillage derrière était normal. Et puis, en fait, non, pas du tout. Il me manquait une pelle de safran. Donc, un 60 pieds avec un seul safran, ça marche très bien d'un côté, mais de l'autre côté, ça marche beaucoup moins bien. Donc je vais jusqu'en Australie, et là je fais escale, et mon équipe a refabriqué un safran, et on passe une semaine à Noël au soleil, donc c'est complètement hors du temps et dépaysant, et je me demande vraiment ce que je fais là, et je repars avec mon bateau, mais hors course. Donc là c'est quand même dur. J'avais le potentiel avec ce bateau-là. Le potentiel, il était énorme, et je pouvais gagner. Et je me dis, ça fait le deuxième Vendée Globe que je loupe. Vraiment, c'est con, et c'est la vie. Et je repars, mais pour le coup, autant j'ai fait un demi-premier tour du monde avec Cacolac qui était un peu l'horreur, et la fin était superbe. Là, c'est l'inverse. Là, c'est un peu l'inverse. Je le vis quand même beaucoup mieux, mais bon, je suis pas du tout engagé, je me sens pas du tout dans le truc, et je subis un peu cette remontée, et je me mets à cogiter de la prochaine course. Et en fait, quand j'étais sur Cacolac, j'avais eu la chance de rencontrer Eric Tabarly et de lui parler de mon projet d'Aquitaine Innovation, et on avait beaucoup parlé du gréement, et je l'avais tenu informé d'Aquitaine Innovation, et je lui avais dit, à l'occasion, tu es le bienvenu, j'aimerais bien qu'on navigue ensemble et tout, et il m'avait dit oui. Et on en parle avec mon ami Hervé Corbière, qui prend les devants et contacte Gérard Petitpas. Et Gérard Petitpas en parle à Eric, et dit pourquoi pas. Eric part dans les Alpes quand il est déjà un petit peu retiré, Eric. Oui, il est à fond sur Pendwick. Et le Pendwick. C'est même d'ailleurs, c'est même pas Pendwick 1, c'est Pendwick tout court. C'est Pendwick tout court. Et son vieux gréement, quoi. Son plan Fife. Et il prépare les 100 ans de Pendwick. Il a refait une beauté superbe à son bateau, et il a complètement raccroché les bottes à ce moment-là. Et il est en pleine forme. Et puis moi, je me dis, mais ça serait quand même génial. Mais c'est dans la remontée que tu penses à ça, que tu dis ça? Dans la remontée, comme ça. Et on le dit à chaque fois sur ce podcast, mais dans les remontées de l'Atlantique sur le Vendée Globe, il se passe toujours quelque chose, quoi. Et c'est là que le truc est incroyable. Donc, Hervé me dit, écoute,
il ira à Chamonix au mois de mai ou un truc comme ça. Et toi, quand tu vas rentrer, il savait que moi j'allais dans les Hautes-Alpes. Et on essaiera vous essayerez de vous voir à ce moment-là, quoi. Et l'arrivée du Vendée se passe, tout ça, bon. Et un journaliste extrêmement brillant de l'équipe interviewe Éric Tabarly et le cuisine et son nez lui dit qu'il y a une petite anguille sous roche. Et donc il dit à Éric mais tu comptes faire la Jacques Vabre? Alors Éric dit non. Enfin bref, l'autre se dit qu'il y a un doute et Monsieur Chapuis, pour ne pas le citer, prend la liste. C'est Patrick Chapuis, hein, Patrick, qui a très longtemps couvert la voile à l'équipe. Commence à éplucher la liste des skippers du Vendée Globe. Je connaissais bien Patrick, qui avait suivi le Figaro et tout ça. Et il voit Yves Parlier et il voit un gros blanc à côté. Et donc, il y en avait plein d'autres qui n'avaient pas de... Voilà, mais il doit se faire une short list. Et il se dit, comment vérifier mon intuition? Et il téléphone à Hervé Corbière et il le piège en lui disant Éric m'a dit que... Et Hervé, il a un gros blanc avant de dire non, pas du tout. Et Éric, et donc, je n'ai absolument pas parlé à ce moment-là encore à Éric. Éric n'en a absolument pas parlé à sa femme Jacqueline. Et Éric est à Chamonix, se doute de rien. L'équipe sort, Tabarly repart avec Parlier sur la Jacques Vabre. Alors qu'il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. La copine de Jacqueline l'attend à l'arrivée du train de nuit gare Montparnasse et lui dit « Mais t'aurais pu me dire que Éric fait la course avec Yves ?» « Quoi? Mais quelle course? Quoi? La Jacques Vabre? Mais comment ça? Mais moi, je suis pas au courant du tout. Mais comment ça, c'est dans l'équipe? Ne me dis pas que t'es pas au courant. » Jacqueline téléphone à Éric, le réveille. Et alors là, j'aurais aimé écouter ce qui s'est raconté. Mais le pauvre Éric, il s'est retrouvé dans une situation inextricable. Et ce n'est que le matin du départ de la Transat Jacques Vabre, où Jacqueline m'a dit, à la dernière écluse, bon, on s'embrasse, on oublie tout, faites-vous plaisir et tout, mais sinon elle a boycotté toute la préparation. Quand Éric parce que du coup finalement ça va se faire, ça se fait. Alors que c'était quand Éric vient à Arcachon, elle était dans le sud-ouest, boum, elle remontait sur l'Odé. Quand je montais avec le bateau sur l'Odé, boum, elle redescendait dans le sud-ouest. On s'est évité, et elle a jamais cru, on en a encore reparlé, elle n'a jamais cru à la vérité vraie. Et un jour, il faudra qu'avec Patrick Chapuis, on débriefe de tout ça. Bon, et d'autant plus, l'histoire est d'autant plus belle que vous allez gagner la Transat Jacques Vabre en catégorie monocoque. On a gagné déjà la Fastnet. Le Fastnet, ouais. On s'est pointé au Fastnet, on a gagné la Fastnet. Ça, Éric, c'était quand même un gros symbole pour lui. Et puis, on gagne cette Jacques Vabre qui part mal, parce que donc, sorti du port du Havre, je m'aperçois que le pilote automatique ne marche plus. Ça part pas bien. Donc, Éric passe toute la nuit à la barre. Il y a 30 nœuds de vent auprès. Il se chope un lambago parce que toute la nuit à se faire rincer à la barre. Il a 60 ans passés, hein. Ah oui, il a plus de 60 ans. Et du coup, on sort de la Manche, on est dans les choux. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que j'ai réussi à refaire marcher un peu le pilote et un peu l'électronique. Et nous voilà en course-poursuite. Voilà. Et pendant 3 jours, je propose à Éric, mais je te masse, tu peux pas rester coincé. Et Éric me dit non, ça va aller. Au 3e jour, il me dit bon, ok.
Et je pense être le seul équipier d'Éric à l'avoir massé. Et effectivement, ça a été beaucoup mieux et tout ça. Mais bon, ça a été très dur quand même. Ça a été une course difficile. En tous les cas, le départ. Et on s'est vraiment donné à fond. On a plein de souvenirs dingues de cette aventure incroyable de passer tant de temps en mer avec mon Dieu, hein, parce que après les Damiens, c'est vrai que j'ai lu tous les bouquins d'Éric, j'ai essayé d'embarquer sur les bateaux d'Éric, et puis tous les équipiers d'Éric, c'était la génération qui m'a inspiré sur la compétition. Et il va disparaître quelques mois plus tard. Il va disparaître au mois de juin suivant. Ouais, je crois le 13 juin. J'étais à bord d'Activité Innovation quand le 13 juin, je crois, Hervé m'appelle et me dit, écoute, Éric est tombé à l'eau, on l'a pas retrouvé. Ouais, c'était un choc pour beaucoup de gens. Mais c'était incroyable de l'avoir refait naviguer si longtemps après. Et du coup, parce que ça avait été un patron toute sa vie, ou presque, ouais. Hein. Et du coup, comment il était en tant qu'équipier, quoi. Alors, on entend ton émotion, hein, mais comment il était comme équipier, du coup, quoi. Eh bien, pour moi, comme d'ailleurs toutes les courses en double que j'ai faites, en tant qu'équipier ou en tant que skipper, j'essayais d'être, je dirais, au même niveau et tout ça. Et quand, par contre, avec Éric, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. C'est Éric, c'est toi le boss et tout. Et Éric, non, moi, je suis équipier, Yves, c'est ton bateau. J'exécute les ordres. Je dis non, mais je ne vais pas te donner des ordres. Tu me dis ce que je dois faire. Et Éric provoquait même le fait qu'il fallait que je lui dise ce qu'il y avait à faire et tout ça. Donc, dans les manœuvres, il fallait que je respecte un espèce de prise de décision. J'en panne, vas-y, lâche le bras. Voilà. C'était très marqué. Mais parce qu'en fait, il connaissait pas bien ces bateaux-là. Enfin, il avait. Il a vite compris. Bien sûr, mais il a, par exemple, quand il faisait des courses, il y avait pas d'ordinateur à bord. Il y avait. Oui, alors ça, cette partie-là, il me l'a laissé totalement. Mais bon, les manœuvres de spi, voilà. Et même en fait, quand il est venu naviguer sur le bateau, on a modifié des trucs, mais sur l'organisation du Fastnet, j'avais fait une organisation, on a discuté, et donc finalement on a écouté ses conseils et on a organisé comme lui ce qu'il préconisait, quoi. Donc lui était forcément hyper d'excellents conseils. Et on a été pas mal influencé par Éric, pas trop sur la préparation du bateau, mais sur la navigation en équipage et sur le déroulé de certaines manœuvres. Oui. Nous allons laisser Yves Parlier sur cette Transat Jacques Vabre 97 courue en compagnie d'Éric Tabarly. Des souvenirs très émouvants pour lui puisque le skipper des Penwick va disparaître en mer quelques mois plus tard. On va le retrouver dans la deuxième partie de cet épisode où celui qu'on surnomme l'extraterrestre va continuer à vivre de sacrées aventures, en particulier un Vendée Globe 2000-2001 légendaire où, vous vous en souvenez, Yves Parlier va littéralement reconstruire son mât dans une île perdue dans le sud de la Nouvelle-Zélande. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, par email, par message. N'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un petit commentaire également. C'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition comme nous, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.